Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série de webcasts sur Docker Enterprise. Aujourd'hui, on va parler de sécurité avec Docker Enterprise. Alors, la sécurité, c'est un élément très important de la plateforme Docker Enterprise. C'est l'un des trois grands piliers de la plateforme et on va traiter de ce sujet-là pendant ce séminaire. D'un point de vue container, la sécurité, il faut l'aborder de trois manières différentes, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'on aborde cette sécurité avec Docker Enterprise. C'est d'abord parler de la sécurité de la plateforme elle-même. Ensuite, c'est aborder la sécurité du contenu qui va s'exécuter à l'intérieur de ma plateforme, comment je vais assurer la sécurité de ces containers. Et puis enfin, la sécurité des opérations. On parle de production avec Docker Enterprise. Il faut donc assurer la sécurité des opérations, s'assurer que tous les opérateurs qui se connectent sur la plateforme vont bien être isolés les uns des autres pour ne pas interagir avec les mauvaises applications. Donc, je vous propose d'aborder ce séminaire avec cette première partie sur la sécurité de la plateforme. Et à vrai dire, la sécurité de la plateforme, elle réside d'une part énormément sur la sécurité du moteur Docker, de l'engine Docker. Il s'agit ici de sécuriser les containers, de s'assurer que les containers sont bien isolés les uns des autres. Mais au-delà de cette sécurité des containers dans une engine seule, là on se trouve en production avec un cluster d'engine. Et donc il y a plein d'autres éléments qui vont entrer en compte dans la sécurité de la plateforme elle-même. Et Docker Enterprise apporte ce qu'on appelle l'identité cryptographique des éléments de la plateforme. Chacun des nœuds de la plateforme dispose de sa propre identité validée par un certificat électronique qui lui est délivré par la plateforme. Et toutes les communications, que ce soit entre nœuds SWARM ou entre nœuds Kubernetes, sont encryptées avec des sessions TLS. Et tout ce que vous pouvez imaginer comme élément de sécurité, comme le fait que les workers ne puissent pas s'adresser au manager en premier abord, mais que c'est au manager en fait d'établir des communications. Tout ça permet d'assurer un très haut niveau de sécurité. Au sein d'un cluster de Docker Enterprise, par défaut, on apporte des certificats électroniques. On est notre propre autorité de certification. En revanche, si vous avez déjà une autorité de certification chez vous et que vous installez un cluster Docker Enterprise, vous pouvez tout à fait intégrer le cluster Docker Enterprise avec votre autorité de certification de manière à vous assurer que les certificats électroniques proviennent bien de votre autorité de certification. Quoi qu'il en soit, ces certificats électroniques, vous le savez, il faut les faire tourner régulièrement pour éviter des attaques qui consistent à essayer de récupérer des trames réseau qui passent et avec suffisamment de trames, casser la clé d'encryption. Donc, on peut faire tourner les certificats électroniques de manière très régulière, de manière à assurer une sécurité des communications cryptées qui va durer dans le temps. Si je reviens sur la sécurité des containers à l'intérieur d'une engine, là, je pense que aujourd'hui, on est en 2018, ça fait quelques années déjà que les containers sont en production. Je pense qu'on peut tous partir du principe que les containers sont sécurisés. Il y a plein d'études qui existent sur Internet qui prouvent même que l'utilisation de containers à l'intérieur de machines virtuelles améliore encore la sécurité et l'isolation. Pourquoi? Pour toutes les techniques qui sont mises en œuvre au sein des containers, qui vont isoler les containers les uns des autres, même au sein d'une même machine virtuelle. Et parmi ces technologies, on retrouve l'isolation des containers avec le concept des namespaces dans le noyau Linux, la limitation des ressources utilisées par les containers grâce à la technologie des C-groupes, la limitation des droits d'administration ou des droits système des containers grâce aux fonctionnalités de leak capabilities. Et puis, on peut mettre en œuvre des composants de sécurité complémentaires au niveau de l'hôte Linux en utilisant des fonctions comme AppArmor et CLinux qui sont compatibles avec les containers Docker. Donc, tout ça, en fait, est aussi disponible depuis maintenant quelques années, ça fait bientôt 2 ans, aussi sur noyau Windows.
Donc, toutes ces fonctionnalités ont été portées sur la partie Windows Server. Au-delà de toutes ces fonctionnalités qui sont issues de l'operating system, la manière dont sont construits les containers apporte une sécurité complémentaire. Je vous ai mis deux éléments qui sont importants à garder en mémoire. Le premier, c'est le concept des images Docker qui est basé sur des couches successives qui sont toutes en read-only. C'est-à-dire que lorsque je vais utiliser, par exemple, une image de serveur Tomcat pour pouvoir créer mon application, je vais faire référence à cette image Tomcat, mais en aucun cas je ne modifierai cette image originale. Elle va être en read-only pour moi en tant que container et moi je n'écrirai que sur une couche qui m'est propre pour mon application. Et donc ça me permet de pouvoir réutiliser cette image Tomcat pour plusieurs containers tout en garantissant que personne ne pourra corrompre cette image Tomcat puisqu'en aucun cas on pourra écrire sur cette image Tomcat. Et puis, un autre élément qui est très important dans le domaine de la sécurité et qui va bien au-delà des containers, mais qui est mis en œuvre de manière très flagrante avec les containers, c'est la limitation de la surface d'attaque. Vous savez, avec les containers, le principe même de la construction, un des principes de la construction des images de containers, c'est de mettre dans l'image uniquement ce qui est nécessaire pour que l'application s'exécute. Donc, on ne va pas aller rajouter des tas de librairies qui ne servent à rien. On va limiter au maximum ce qui va être dans le container. Et on va limiter à ce que l'application a besoin d'utiliser. Et donc, de ce fait, on va limiter le code qui est embarqué dans le container et donc la surface d'attaque et donc la probabilité de trouver une vulnérabilité à l'intérieur des containers. Il existe des composants complémentaires qui permettent d'assurer ou de tester en fait la sécurité d'abord d'un node Linux, votre cluster d'engine Docker, il est constitué d'autres Linux qui vont exécuter des engines Docker et il existe en fait des composants Docker. On a écrit un avec la communauté qui s'appelle Docker Bench for Security qui vous permet en fait de vous assurer de la bonne configuration de votre engine Docker et si ce n'est pas le cas, de faire des corrections. Donc, je vais vous montrer tout ça, à quoi ça ressemble. D'abord, pour trouver cet outil, c'est relativement simple. Vous allez chercher votre outil favori de recherche sur Internet. Et puis, vous cherchez un élément très important qui s'appelle Docker Bench for Security. Et en fait, vous allez tomber sur le GitHub de ce Bench for Security qui regroupe le code qui est écrit pour cet outil d'audit. On a ici quelques informations d'explication du fonctionnement de l'outil. Et puis, vous le voyez, une manière extrêmement simple d'utiliser cet outil d'audit. Vous avez une commande, en fait, l'outil d'audit est disponible comme un container. Il faut exécuter cette commande-là avec des droits d'administration. Et donc, vous allez pouvoir aller sur votre hôte d'exécution de container. Ici, là, je suis sur l'un de mes serveurs. Donc, si je fais un Docker version, je vais pouvoir dialoguer avec mon engine Docker. Et pour exécuter cet audit, je vais juste faire un pass de la commande que je viens de copier du site de Docker Bench for Security pour exécuter cet audit de sécurité. Donc, on voit ici, là, j'ai trafiqué un peu mon engine et je me suis assuré que la configuration n'était pas parfaite pour vous montrer le type d'information qui vous est donné. Et donc, vous pouvez constater en fait que l'outil d'audit me renvoie tout un tas d'informations sur la configuration de mon engine, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bien configurées, puis il y a des choses qui ne sont pas forcément la meilleure configuration possible pour faire de la production. Et donc ça, c'est un résultat d'audit qui est très intéressant pour assurer ou améliorer la sécurité de votre environnement Docker. Donc, je vais revenir ici sur la présentation et on va continuer la présentation par la sécurité du contenu. Donc maintenant, après avoir traité de la sécurité de la plateforme, il s'agit de s'assurer de la sécurité de ce qui va s'exécuter à l'intérieur de ma plateforme Docker Enterprise. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'assurer que tout au long de la chaîne de construction de mes images Docker, ce qui va servir
à exécuter mes containers à l'intérieur de mon cluster Docker Enterprise, eh ben, j'assure un maximum de sécurité tout au long de cette chaîne. C'est-à-dire que je vais prendre garde de ne pas intégrer de vulnérabilité dans mon environnement. Je vais m'assurer que les images qui arrivent sur mon cluster et qu'on me demande d'exécuter proviennent bien des bonnes personnes, des bonnes équipes de développement. Et ça passe par une fonction qu'on appelle le Content Trust dans Docker Enterprise, qui va impliquer de mettre en œuvre des éléments de signature tout au long de la chaîne de construction des containers. Quand on part sur la gauche avec les développeurs, et déjà à ce niveau-là, on peut commencer à signer des images jusqu'à la mise en œuvre des pipelines d'intégration continue qui vont me builder mes images, me tester mes images, envoyer toutes les demandes de tests fonctionnels, de tests de performance, de tests de sécurité. Tous ces éléments en fait de test vont pouvoir à nouveau être validés sur la plateforme Docker Enterprise par des signatures électroniques qui vont assurer que les différents tests ont bien été effectués. Et à la fin, je vais me retrouver sur ma plateforme Docker avec un opérateur qui va demander au cluster Docker d'exécuter une image. Et donc, le cluster va pouvoir, grâce à cette chaîne de confiance, regarder l'image et s'assurer que l'image dispose bien de toutes les signatures qui prouvent que tous les tests ont bien été effectués, que la sécurité a bien été testée sur ces images-là et qu'on peut donc exécuter correctement cette image, qu'il n'y a pas de, en tout cas que tout le monde a donné son accord. Un des éléments importants quand on parle de sécurité du contenu dans un environnement Docker, vous savez que des containers peuvent prendre plusieurs formes. Et il y a une forme particulière qui consiste à avoir des containers dits de services ou microservices, des containers qui vont exécuter non pas une application complète, mais juste un ou plusieurs processus. Et la durée de vie de ce type de container est extrêmement courte, parfois en dessous de la seconde. Et donc, il est difficile d'assurer la sécurité de ce type de container pendant l'exécution, parce qu'en fait, si jamais on tente je sais pas, de lancer un moteur de détection d'intrusion ou de scanner de vulnérabilité à l'intérieur de ce type de container, le moteur de détection d'intrusion n'aura même pas le temps de démarrer que le container sera déjà arrêté. Et donc, pour ce type de container-là, il faut traiter de la sécurité avant exécution. Et donc, dans la plateforme Docker Enterprise, et en particulier dans son élément qui s'appelle Trusted Registry, donc l'équivalent du hub privatif qui est contenu dans Docker Enterprise, on dispose d'un scanner de vulnérabilité que je vais vous montrer, qui permet de tester la vulnérabilité des images avant exécution sur la plateforme. Un autre élément qui est important dans le domaine de la sécurité, c'est de s'assurer que les images qui sont exécutées en production sont bien des images validées pour cette production et qu'on va essayer de ne pas, de s'assurer que personne ne va écraser par inadvertance ces images de production. Et pour ça, en fait, on a deux systèmes dans la plateforme Docker Enterprise qui nous permettent d'isoler les images de production de toute erreur humaine qui pourrait arriver. Et donc, ces deux fonctionnalités, c'est d'une part ce qu'on appelle les immutable repositories, sont des repositories, des réceptacles d'images dans Trusted Registry qu'on va mettre en read-only. C'est l'autre nom de la fonction immutable repository. Read-only, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun administrateur ne peut interagir avec ces repositories-là. Personne ne peut écrire, supprimer, modifier quoi que ce soit dans ce repository-là, à part Trusted Registry, qui lui dispose d'une autre fonctionnalité qu'on appelle la promotion d'image et qui permet à Trusted Registry d'exécuter un certain nombre de règles. Et lorsque ces règles sont validées, Trusted Registry va recopier une image d'un repository à un autre repository. Donc, vous me voyez sans doute venir, puisque je viens de parler de vulnérabilité, on peut imaginer un scénario dans lequel on a un repository de production immutable, read-only, personne ne peut écrire sur ce repository, et on va écrire une règle de promotion qui va regarder ce qui se passe dans un repository de développement, là où mes équipes de développement vont poser leurs images de développement, et à certains moments, lorsque l'image est posée, Trusted Registry va lancer un scanner de vulnérabilité. Si l'image est conforme aux règles de l'entreprise et que les vulnérabilités ne sont pas présentes dans cette image-là, à ce moment-là,
Trusted Registry va déclencher une promotion, recopier l'image prête qui était dans le repository de développement, recopier cette image en production, et cette image sera la nouvelle image de production prête à être utilisée. Et comme personne ne peut accéder à ce repository de production, personne ne pourra écraser cette image. On est sûr de la qualité de l'image qui se trouve ici. Voilà, je vous ai expliqué les principes. Maintenant, le mieux, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble directement dans Trusted Registry. Donc, pour ça, on va aller en fait à l'intérieur de DTR. Vous voyez ici que ma DTR est vide et j'ai déjà commencé à créer quelques organisations. On voit ici une première organisation de production avec une équipe opération dont le rôle est d'opérer les applications qui sont en production. On voit qu'il y a un utilisateur opérateur. Et puis, j'ai une autre équipe qui se trouve dans l'organisation développement. C'est une équipe de développeurs avec un utilisateur développeur. On voit ici que j'ai pas de repository pour le moment, donc on va commencer à créer un repository pour pouvoir préparer un portail qui va être utilisé par mon entreprise. Donc, on va aller ici côté développement et sélectionner un repository et créer un nouveau repository pour cette équipe de développement. On va l'appeler portail. Je vais lui donner un petit peu de détails. Voilà, c'est la version de développement de mon portail d'entreprise. Et je vais activer le scanner de vulnérabilité chaque fois que quelqu'un va pousser une image dans ce repository. Voilà, il me reste à sauvegarder ce repository. Et si on accède à ce repository, on voit qu'il y a un certain nombre d'informations là qui sont disponibles dans ce repository, notamment la liste des images. Pour le moment, je n'ai pas d'image postée, c'est normal puisque mon repository vient d'être créé. Mais ici, j'ai le détail d'accès de mon repository. C'est l'URL qui me permet d'accéder à mon repository. Donc, je suis ici sur mon cluster Docker Enterprise et je vais simuler ce portail. Donc, on va ici aller se connecter sur mon environnement. J'ai pour ça téléchargé un bundle administratif sur mon poste de travail de manière à dialoguer avec mon cluster Docker Enterprise. Donc, on va aller tout de suite chercher ce bundle pour se connecter sur le cluster. Faire un source env.sh. Me voilà maintenant connecté sur mon cluster. Si je fais un docker ps, je devrais pouvoir dialoguer avec mon cluster, vérifier les images qui sont en cours de chargement sur mon cluster. Et pour simuler le portail que je viens de créer dans le repository, on va utiliser une image relativement simple, Nginx. Et pour ça, en fait, je vais considérer que mon portail est en fait une image Nginx pour aller vite dans la démonstration. Donc, on va faire un docker tag de Nginx et utiliser docker tag Nginx et utiliser la commande ici, l'adresse de mon repository que je viens de créer. Allons-y. Voilà, maintenant, grâce à cette fonction, je vais pouvoir avoir une nouvelle image que je vais pouvoir pousser sur mon DTR à l'intérieur de ma registry. Donc, on va faire tout de suite docker push de ma nouvelle image, de mon portail nouvellement créé. Voilà, mon engine Docker sur mon cluster est en train de pousser cette nouvelle image. On va pouvoir retourner ici sur DTR et afficher les images qui sont disponibles. On voit que maintenant une nouvelle image vient d'arriver. Elle a été poussée juste à l'instant par admin. Et vous le voyez, le scanner de vulnérabilité a fait son travail, a analysé cette image. Et on voit que les choses ne sont pas très bonnes. Donc, avant d'afficher ces vulnérabilités, ce que je vous propose, c'est de créer un repository de production pour ce portail. Et on verra, en fonction des règles que je vais décider, si l'image est bonne à aller en production ou pas. Donc ici, je suis à nouveau dans mon environnement DTR, côté production, et je vais créer un repository portail, mais pas dans l'organisation de développement, mais ici dans l'organisation de production. Portal. Et à nouveau lui donner une petite, c'est la production, un petit commentaire. Voilà, mon repository est prêt. Si j'affiche la liste de mes deux repositories, j'ai mon repository portail en production.
et un autre qui est celui sur lequel je viens de pousser l'image malheureuse que vous avez vue juste avant. On va retourner voir en fait cette image-là pour afficher le résultat du scanner de vulnérabilité. Vous avez un bouton View Detail ici là, qui me permet d'avoir plus d'informations. Donc, on voit ici le résultat du scanner de vulnérabilité qui a été fait sur cette image-là. Bon, comme vous le voyez, j'ai une vulnérabilité critique, 11 majeures, une mineure. Et la manière dont est affiché le rapport de mon scanner de vulnérabilité est ici présenté par couche. Donc, en fait, ça, c'est une vision très container. Je vais en fait décortiquer sur la partie gauche là qu'on voit ici le Dockerfile de mon image, ligne par ligne, de manière à pouvoir associer les vulnérabilités aux lignes. Et ça va me permettre d'aller voir le développeur qui a écrit ce Dockerfile pour lui expliquer à quel endroit il a malheureusement injecté une vulnérabilité dans cette image-là. Donc ça, c'est une vision très développeur. Maintenant, si je parle avec un administrateur système, c'est quelque chose qu'il ne va pas forcément comprendre, add file ou autre. Lui, il va plutôt avoir une vision librairie. Et donc, on a une autre vision de ce rapport de vulnérabilité qui est plutôt orienté opérateur système et qui m'affiche en fait les vulnérabilités classées par composant, par librairie qui est incluse dans mon image. Et donc, je vais pouvoir ici avoir plus de visibilité et plus de facilité à dialoguer avec un opérateur. Bon, alors cette image, elle est pas exempte de vulnérabilité. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut ou pas la promouvoir sur un autre repository. Donc, ça se passe ici, dans cette partie promotion. Je vais pouvoir créer une politique de promotion. Donc, imaginons que ici, je suis dans le portail, dans le repository du portail, de l'application portail côté développement, et je vais devoir valider, écrire une règle qui va me recopier ou pas cette image, ces images qui vont être poussées dans ce repository-là, les recopier côté production. Donc, moi, ce que je veux, c'est promouvoir une image, recopier une image côté production dans un repository portail, puisque là, on parle du portail. Je vais modifier légèrement le tag qui m'est présenté. Aujourd'hui, ici, dans ce repository développement, j'ai des tags qui m'arrivent, qui me sont poussés par les développeurs. Et je veux m'assurer en fait qu'on parle bien des bonnes images côté production. Donc, je vais rajouter une particule production au tag qui m'est présenté. Il me reste à écrire la règle. Et ici, vous voyez, il y a des critères. Donc, je peux par exemple écrire un critère en disant que je veux que le nombre de vulnérabilités critiques soit égal à 0. Sinon, je ne passe pas mon image côté production. Ici, je vais écrire ma règle, sauver ma règle. Et comme vous le voyez, en fait, la règle n'a pas été exécutée. Si je retourne ici dans mon repository de production et que je regarde ici mon portail, on liste les images, on n'a toujours aucune image de disponible puisque aucune promotion n'a été effectuée. Si je modifie légèrement ma règle de promotion pour pouvoir essayer de passer une image en production, ici, je reviens ici sur mes règles de promotion et je vais cliquer sur la modification. Supprimer cette règle peut-être un petit peu trop exclusive et expliquer que, voilà, en termes de vulnérabilité critique, si j'ai moins de 3 vulnérabilités critiques dans une image, ça peut être acceptable pour passer en production. Et grâce à cette modification, ma règle a été exécutée. Et on va voir que ici, mon portail a été recopié en production. Si je regarde les images disponibles côté production, je retrouve mon image. Elle a toujours ses vulnérabilités, rien n'a changé. En revanche, elle existe et DTR m'explique qu'elle a été promue par une règle de promotion. Donc, voilà en fait des éléments qui me permettent de m'assurer que ce qui va aller en production ait bien de bonne qualité, en tout cas par rapport aux règles que je vais m'édicter. Reste une chose, reste à mettre ce repository de production en read-only. Et donc, lorsque je suis administrateur de la plateforme Docker, je vais pouvoir ici accéder à la configuration du repository et passer l'immutability en on, c'est-à-dire passer le repository en read-only. À partir de ce moment-là, DTR est le seul élément capable de modifier quoi que ce soit. Voilà quelques éléments de la sécurité des images à l'intérieur d'une plateforme Docker Enterprise. Je vous propose d'avancer sur la suite de la présentation et passer
à la troisième partie qui correspond à la sécurité des opérations. On a vu jusqu'à maintenant que les images, elles étaient gérées par DTR avec des niveaux de qualité en utilisant des scanners de vulnérabilité de manière à s'assurer que ce qui va en production est bien de bonne qualité par rapport à mes exigences. Il s'agit maintenant, lorsqu'on exécute des applications qui ne sont pas forcément des applications d'une même équipe, mais toutes ces applications sur le même cluster, s'assurer de la sécurité de ces opérations. Et donc, avec Docker Enterprise, il y a plein d'éléments en fait qui me permettent d'assurer cette sécurité au sein d'un cluster. L'authentification des administrateurs, pour se connecter sur un cluster Docker Enterprise, il faut être authentifié, avoir un login, mot de passe d'administrateur. On va pouvoir s'intégrer avec un annuaire Active Directory ou un annuaire LDAP. On a une notion de contrôle d'accès qui va me permettre de gérer très finement les accès à mon cluster, éventuellement de faire du multi-tenancy si j'ai besoin. Je vais pouvoir aller très loin dans ce contrôle d'accès. Je vais pouvoir aller jusqu'à l'isolation de nœuds, de l'isolation physique. C'est-à-dire que, imaginez que je suis en train d'administrer un cluster et j'ai une dizaine de nœuds et quelqu'un vient me voir. On a une application particulièrement critique qui manipule des données qui sont très confidentielles, pour lesquelles on a une obligation de n'avoir que cette application qui s'exécute sur les serveurs. Et bien avec Docker Enterprise, je vais pouvoir isoler cette application sur un ou deux nœuds de mon cluster et faire en sorte que ces nœuds-là soient dédiés à cette application-là. Les autres administrateurs du cluster, ceux qui manipulent d'autres applications, lorsqu'ils se connectent sur la plateforme, ils ne verront pas ces nœuds, ils ne pourront déployer aucune application sur ces nœuds puisqu'ils ne les verront pas. Alors, on va voir aussi que le système de contrôle d'accès de Docker Enterprise est très avancé et on peut aller très très loin dans la définition extrêmement fine des droits d'accès qu'on va donner aux administrateurs. Ce système de contrôle d'accès s'exécute et s'applique à la fois sur l'environnement Swarm et l'environnement Kubernetes. Tout ce que je viens de vous décrire, y compris l'isolation des nœuds, fonctionne aussi avec Kubernetes. Et vous pouvez vraiment avoir une notion de multi-tenancy avec différentes équipes, différentes applications qui vont s'exécuter toutes sur le même cluster dans des environnements isolés, soit logiquement. Et dans ces cas-là, les administrateurs ne verront que leurs applications, mais ils auront une vision des nœuds qui sont sur le cluster, soit une isolation physique. Et dans ces cas-là, des nœuds seront dédiés à une équipe et à une application et ne seront pas visibles des autres administrateurs. Le système de contrôle d'accès par rôle custom de Docker Enterprise est très sophistiqué. À nouveau, il s'exécute à la fois sur Swarm et sur Kubernetes. Et donc, on a différentes notions en fait dans ce système de contrôle d'accès. On a une notion de rôle, on a une notion de collection d'objets, on a une notion de sujet sur lequel vont s'appliquer les rôles, et puis une notion de grant qui va associer des droits d'accès à des utilisateurs. Donc, ça fonctionne de cette manière suivante. Donc, la première chose dont on parle, ce sont les rôles. Les rôles, en fait, sont des ensembles de droits d'accès qui peuvent être des droits d'accès plus ou moins faits en fonction de mes besoins. Je vais donner plein de droits d'accès à l'ensemble des fonctionnalités de gestion des containers ou à une fonction bien précise de gestion des containers. Ensuite, on a une notion de collection. Une collection, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources sur lequel je vais pouvoir donner un droit d'accès. Il faut imaginer qu'une collection, c'est un peu comme un namespace Kubernetes. Une collection, ça s'applique à Swarm. Il y a une notion dans les collections qui n'existe pas dans Kubernetes, c'est la notion de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut avoir de collections, alors qu'un namespace est plutôt plat côté Kubernetes. Les sujets, en fait, on a différents types de sujets. On a soit des individus, des administrateurs de la plateforme ou des équipes d'administration, puisqu'on a une notion d'équipe dans Docker Enterprise. Et puis enfin, un grant est une association de ces différents éléments. Un grant, ça permet de dire, voilà, je vais donner des droits d'accès et donc je vais associer un rôle qui définit des droits d'accès à un sujet, donc soit un utilisateur, soit un groupe d'utilisateurs, et je vais appliquer ce rôle à ces sujets pour une collection de ressources bien précises de manière à donner des droits d'accès sur une application bien précise. Et ce système de contrôle d'accès de Docker Enterprise s'applique sur les différents
types d'accès que vous pouvez avoir sur la plateforme. On peut accéder à Docker Enterprise avec la console d'administration UCP, et donc ce système Airbag fonctionne dans la console, mais pas uniquement. Vous savez qu'on peut utiliser la commande en ligne Docker et kubectl pour accéder à mon environnement Docker Enterprise. Le système Airbag s'applique aussi à cette partie commande en ligne. Et puis enfin, si vous utilisez les API REST, soit de Kubernetes, soit de Docker Enterprise, et ben, à nouveau, le système de droit d'accès s'applique et vous serez assujetti à une authentification et un renforcement des droits d'accès. Alors tout ça, en fait, c'est de la théorie. On va passer un peu à la pratique et je vais vous montrer tout ça dans Docker Enterprise. On va d'ailleurs partir de cette image qu'on vient de créer en production. Rappelez-vous, ici dans mon repository côté DTR pour ma production, j'ai une image qui est prête, qui a un tag latest-prod. Et ici, j'ai son URL d'accès pour pouvoir accéder à cette image-là. On va passer côté UCP. Je me trouve toujours sur le même cluster, mais là, je suis dans l'interface graphique d'UCP pour vous montrer l'exécution de ce portail-là. Donc, on est en production et je vais parler de collection. Et donc ici, il existe une seule collection avec pas forcément de sous-collection. Donc, on va ici, pour le besoin de la démonstration, créer une collection spécifique pour accueillir les applications de production. Je vais ici créer une nouvelle collection en lui donnant un nom. On va l'appeler production. C'est là où vont se déployer toutes les applications de production. Allons-y. Voilà, j'ai une collection de production. Maintenant, je vais pouvoir déployer mon portail en production. Donc, on va ici créer un service. Ça va être mon portail. Je vais utiliser l'image de ma DTR. Vous souvenez-vous, c'est l'image qui se trouve à cette URL-là. Il faut rajouter le tag. On est ici en latest-prod. Il ne faut pas que je déploie ce service de portail n'importe où. Je vais le déployer dans la collection de production. Donc, je vais ici, côté collection, aller voir pour récupérer la collection de production. Je vais sélectionner cette collection-là. C'est à cet endroit-là que mon portail va se déployer. Il me reste aussi à configurer la partie réseau pour accéder à mon portail. Le port de mon portail, c'est 80. Je vais publier ça sur le port 8080. Voilà, c'est prêt. Il me reste à déployer ici le portail. Donc, je vais créer ici mon service qui va se déployer à nouveau dans ma collection de production. Voilà, il est en cours de déploiement. Je vais laisser le portail se déployer et vous montrer ce qui se passe côté utilisateur et gestion des utilisateurs. Vous voyez, le temps de vous parler des utilisateurs, mon portail est prêt, il est en cours d'exécution. Il me reste à donner des droits d'accès. Donc, tout à l'heure, on a vu la partie développement. Ici, on est dans une plateforme d'exécution. Imaginons qu'on est en production et il faut que je donne des droits administratifs aux opérateurs qui vont être en charge de superviser les applications qui tournent en production. Éventuellement, s'il y a un problème, de pouvoir démarrer ou redémarrer une application. Donc, c'est exactement ça que je veux faire en tant qu'administrateur Docker. Je veux donner des droits d'accès à l'équipe de production, ceux qui s'occupent des opérations, pour qu'ils soient capables de visualiser mon portail et le redémarrer s'il est planté. Je n'ai pas très envie que les opérateurs arrêtent le portail, donc je ne veux pas leur donner trop de droits d'accès, juste le redémarrage et le démarrage de l'application. Et donc, pour ce faire, je vais accéder au système ici de gestion de contrôle d'accès de Docker Enterprise, où je vais retrouver mes organisations. Vous vous souvenez, on avait une organisation de développement avec à l'intérieur une équipe de développeurs qui contient un développeur. Et puis, on avait aussi une organisation production avec une équipe opération qui contient un utilisateur qui s'appelle opérateur. Et donc, on a accès aussi dans ce menu de gestion des administrateurs et des droits d'accès à la partie rôle et à la partie grande. Il me faut d'abord créer un rôle pour donner ces droits d'accès de redémarrage et de visualisation à ma production. Donc ici, je vais sélectionner rôle. On voit ici quelques rôles par défaut qui sont créés à l'installation de la plateforme Docker Enterprise. Je vais créer un nouveau rôle. Ce nouveau rôle, c'est un rôle pour pouvoir démarrer, start, redémarrer, restart, une application. Ça, c'est le nom de mon rôle et je vais accéder à toutes les opérations qui sont disponibles pour pouvoir donner le droit d'accès à une opération, une ou plusieurs opérations particulières. Donc, vous voyez ici, il y a la liste de toutes les opérations, à la fois Swarm et Kubernetes.
Là, on parle de containers, hein. Je veux que mes opérateurs puissent redémarrer les containers. Donc, on a ici les opérations sur les containers. Je peux donner tous les droits d'accès sur les containers en cliquant sur cette petite case à cocher. Mais si je veux donner des droits d'accès bien particuliers à une catégorie d'utilisateurs, je vais ici ouvrir la liste de toutes les fonctions pour les containers et sélectionner ce qui m'intéresse. Et donc, pour les opérateurs, ce qui m'intéresse, c'est leur donner la possibilité de regarder les logs, hein, si jamais il y a un problème, la possibilité de redémarrer le container, de démarrer le container, d'accéder aux statistiques, pas d'arrêter l'application, puisque je ne veux absolument pas que mon portail soit arrêté par inadvertance. Éventuellement, avoir une vision sur la partie container, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Le container, en général, s'exécute au sein d'un service, hein, pour avoir de la haute disponibilité. La gestion des services est un peu plus bas dans la liste. Et à nouveau, je vais donner des droits d'accès pour les opérateurs à ces services, comme la capacité d'accéder au log du service, à faire des mises à jour du service, à voir le contenu du service et l'ensemble des tâches qui s'exécutent dans le service. Voilà, j'ai sélectionné les droits dont j'avais besoin. Je vais pouvoir créer mon rôle. Si à nouveau je clique sur mon rôle, on voit ici sur la droite la liste des droits d'accès qui sont contenus dans ce rôle-là. Voilà, j'ai un rôle, j'ai des utilisateurs, je sais que c'est les opérateurs. J'ai aussi une application, c'est mon portail qui se trouve dans la collection production. Maintenant, il me faut associer en fait ces trois entités de manière à créer le droit d'accès. Et donc, ça se fait dans le grant, hein, j'imagine que vous vous en doutiez. Je vais pouvoir ici créer un grant en disant, bon ben voilà, je voudrais donner des droits d'accès à une équipe en particulier. Ça va être une équipe qui se trouve dans l'organisation de production. L'équipe, c'est l'équipe des opérations. C'est à eux que je veux donner des droits d'accès. Le droit d'accès que je veux leur donner, c'est celui que je viens de créer. C'est celui qui permet de démarrer ou de redémarrer des applications et de voir des applications. Et en fait, ce rôle-là, je veux le donner à un endroit bien précis, un ensemble d'applications bien précises. Ce sont les applications de production. Et donc, je vais aller ici rechercher dans ma hiérarchie de collection celles qui correspondent aux applications de production. C'est à cet endroit-là, pour ces applications-là, que je veux donner ces droits d'accès. Donc, vous voyez ici, je donne à l'équipe des opérations dans l'organisation de production la capacité de voir redémarrer et démarrer des applications qui sont à la production. Je crée ici le grant et tout est prêt pour pouvoir que mes opérateurs puissent accéder à ces applications-là. Je vais vous montrer tout ça. Là, ici, j'ai un compte administrateur plein pouvoir sur Docker Enterprise et donc forcément, j'ai tous les droits d'accès. En revanche, vous vous souvenez, on a un utilisateur opérateur et un utilisateur développeur. Opérateur, lui, il a le droit d'accès sur le portail, mais il ne pourra pas l'arrêter, juste le redémarrer et regarder ce qui se passe. En revanche, le développeur, lui, il n'a aucun droit d'accès. Allons-y, je vais me déconnecter avec mon compte administrateur et me reconnecter avec le compte opérateur. Voilà. Donc, mon interface se recharge avec des droits ici opérateurs. Si je regarde la liste de mes services, eh bien, je vois bien ici mon service de portail qui est démarré. C'est normal puisque c'est un service de production. Je vais pouvoir accéder ici au container qui exécute ce portail-là, sélectionner le container. Si jamais je veux arrêter le container, je n'ai pas le droit d'accès. Et donc là, je me fais refuser en fait ce droit d'accès par Docker Enterprise. En revanche, souvenez-vous, en tant qu'opérateur, si jamais je constate que le portail ne marche pas, je vais pouvoir le redémarrer. Donc normalement, si je restart, Docker Enterprise va m'autoriser à redémarrer le portail. Donc tout fonctionne bien, les droits d'accès sont bien positionnés pour l'opérateur. On va s'assurer que si je suis développeur et que je me connecte sur le même environnement, normalement, je ne devrais pas voir ce portail-là. Donc, allez, je me déconnecte et on va se reconnecter avec le compte développeur. Donc, à nouveau, on est sur le même environnement, même cluster Docker Enterprise. J'affiche mon dashboard, mais là, je suis développeur et j'accède à mon environnement pour pouvoir tester mes applications. Normalement, je ne devrais pas voir le portail. Et en effet, puisque le système de droit d'accès ne m'a pas autorisé en tant que développeur à accéder à toutes les applications de production, et je ne vois aucun service de production. Voilà, quelques démonstrations. Vous avez pu voir les différentes fonctionnalités de sécurité de Docker Enterprise.
que je vais vous remontrer qui consiste en fait à assurer la sécurité de la plateforme avec les différentes engines l'encryption des communications, la sécurité du cluster lui-même, la sécurité des applications en assurant la bonne qualité des images qui arrivent sur la plateforme, et enfin la sécurité des opérations qui me permet, grâce à un système de contrôle d'accès sophistiqué, de donner des droits d'accès de manière très avancée aux opérateurs qui se connectent sur la plateforme. Voilà, je vous remercie de votre attention pendant ce séminaire en ligne sur la sécurité dans Docker Enterprise. Maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses en ligne. Oui, Stéphane, alors quelques questions. Nous avons une question sur la synchronisation des utilisateurs Docker avec mon annuaire Active Directory. Oui, alors c'est une bonne question. En effet, tout à l'heure, j'ai parlé d'annuaire LDAP, on pouvait se connecter à un annuaire LDAP. Et en effet, dans Docker Enterprise, on peut synchroniser les groupes d'utilisateurs avec un annuaire LDAP. Donc ici, en étant connecté, je peux vous montrer ça directement sur la console. On va pour ça se reconnecter avec le compte administrateur de Docker Enterprise. Et vous montrer la connexion possible avec un annuaire LDAP. Donc, ça se fait avec des droits d'administration du cluster dans la partie Admin Settings. Et vous voyez ici, où est-ce que j'ai vu ça? Authentification N autorisation. Ici, on peut activer la gestion d'annuaire LDAP. Et donc, on est compatible avec les annuaires LDAP et les annuaires Active Directory. Docker Enterprise peut se connecter simultanément à plusieurs annuaires LDAP et on supporte deux modèles en fait de synchronisation. Vous avez vu que dans Docker Enterprise, il y avait des groupes d'utilisateurs. On peut associer d'une part un groupe d'utilisateurs à un groupe LDAP précis, et dans ces cas-là, tous les membres du groupe LDAP seront recopiés automatiquement en tant qu'administrateur de Docker Enterprise pour un groupe Docker Enterprise précis, ou alors on peut utiliser des recherches LDAP pour populer un groupe d'utilisateurs Docker Enterprise en spécifiant une racine dans l'annuaire LDAP et une recherche spécifique sur des administrateurs. Voilà, donc si vous avez plusieurs annuaires LDAP avec plusieurs forêts différentes, pas de problème. Vous pouvez consolider différents groupes d'utilisateurs de différents annuaires Active Directory, par exemple, au sein d'un même cluster Docker Enterprise. Merci Stéphane. Une question sur comment fonctionne la reconnaissance des vulnérabilités. Alors, c'est une bonne question. Alors, la reconnaissance des vulnérabilités fonctionne avec un moteur basé sur des signatures. Donc, ici, si je suis dans Trusted Registry, on va pouvoir aller voir la configuration de Trusted Registry côté sécurité. Et il existe un fichier de signature que Trusted Registry va récupérer sur le site de Docker et qui lui permet en fait de scanner vos images. Et le scan qui est réalisé par cet outil de scanner de vulnérabilité est un scan binaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser des hashes, des librairies binaires qui contiennent ces vulnérabilités, des vulnérabilités, et on va chercher ces hashes dans tous les binaires de toutes les images, de toutes les layers, de toutes les images d'un repository, de manière à s'assurer que l'ensemble des vulnérabilités a bien été testé et que on va pas rater une vulnérabilité. Donc ça se passe ici côté système, dans la partie sécurité. Ici, j'ai mon scanner de vulnérabilité qui est activé. Et vous le voyez, on a une configuration online ou offline. Si je suis en configuration online, à ce moment-là, de manière régulière, ma DTR va aller se connecter sur les sites de Docker de manière à vérifier qu'un nouveau fichier de signature n'existe pas. Et s'il existe, le télécharger pour mettre à jour sa base de signature.
Dans le cas de l'exécution d'un cluster Docker Enterprise déconnecté ou parce que je suis dans mon data center, dans une zone sécurisée et j'ai pas de connexion Internet, à ce moment-là, on a une procédure d'upload offline qui consiste en gros grâce à un poste connecté sur Internet, celui d'un administrateur de sécurité, on va télécharger le fichier de signature et ensuite ce fichier de signature sera uploadé dans un second temps sur mon Trusted Registry pour mettre à jour ce fichier de signature. Donc voilà comment se passe le scanning de vulnérabilité. Merci Stéphane. Peut-être une dernière question sur les fonctions qui sont disponibles dans la version Docker communautaire. Alors, on parle ici de sécurité au sein d'une plateforme de production et beaucoup des fonctionnalités dont on a parlé aujourd'hui sont en fait des fonctionnalités de Docker Enterprise puisque c'est des fonctionnalités dont j'ai besoin pour faire de la production, pour être dans un data center et exécuter des applications de production. Et donc, ouais, toutes ces fonctionnalités-là arrivent avec Docker Enterprise. Souvenez-vous, au début, on a parlé du scanner, de l'outil d'audit qui me permet de m'assurer de la configuration de sécurité d'une engine. Ça, c'est un outil qui est disponible à la fois pour Docker Enterprise, mais qui s'applique aussi à toute engine Docker. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cet outil d'audit, Docker Bench for Sécurité, côté version communautaire. En revanche, la version communautaire étant une version de Docker compilée à destination des développeurs, il n'y a pas vraiment de notion de login puisque l'engine est utilisé par le développeur sur son poste de travail. Il n'y a pas de notion de contrôle d'accès non plus. Tout ce que vous m'avez vu faire sur cette partie contrôle d'accès n'existe pas en communautaire, puisqu'à nouveau, on est en version mono-utilisateur avec la version communautaire. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin pour cette version développeur de multi-utilisateurs. Donc, voilà, et il y a, mis à part cet outil d'audit, toutes les fonctions que je vous ai montrées aujourd'hui sont des fonctions de Docker Enterprise. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Eh bien, merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau séminaire web sur Docker Enterprise. Au revoir.